l'université tunisienne, malheureusement, c'est un vrai gâchis. Effectivement, il y a quelques années encore, la Tunisie régnait, en tout cas pouvait capter toute l'Afrique, pouvait capter tout le Maghreb. Aujourd'hui, l'université tunisienne est une université qui a deux voies. Il y a les voies de l'excellence, comme on dit, et il y a l'université généraliste, les facultés, qui ont été pas mises au pas, parce qu'on ne va pas venir demander à un universitaire de dire des choses qu'il ne pense pas, mais le syndicat de l'enseignement supérieur pendant des années a traversé une crise énorme du fait d'un des mécanismes que j'ai décrits, c'est-à-dire des structures qui sont doublées par d'autres institutions, par d'autres structures à l'intérieur même du syndicat, par exemple. L'université tunisienne a été décapitée de ses penseurs, de ses fondateurs. Ceux qui ont fondé l'université tunisienne se sont tous retrouvés, depuis quelques années, se sont retrouvés à l'âge de 60 ans. On les a remerciés. Personne n'a jamais vu de grands penseurs tunisiens critiques par rapport au régime à la télévision tunisienne. Personne n'a vu quelqu'un comme, je ne sais pas moi, un historien comme Hichem Jaït, qui est un peu la fierté de partout, il est connu dans le monde entier. Aujourd'hui, dans les facultés tunisiennes, il est interdit pratiquement d'accès. La crise financière dont tout le monde parle dans le monde n'a pas été ressentie en Tunisie comme un tremblement de terre, tout simplement parce que la Tunisie était déjà depuis des années installée dans la crise des subprimes. Mais exactement, c'est-à-dire dans la crise des crédits douteux, dans la crise d'une économie complètement virtuelle qui n'est basée sur rien d'autre que des actifs extrêmement douteux. Ce consensus dont la base essentielle était la fameuse ou la supposée classe moyenne, voit une classe moyenne tout à fait transformée aujourd'hui. Je ne discuterai pas sur son existence et sur son étendue, etc. Mais aujourd'hui, la classe moyenne vit une polarisation extrêmement profonde, c'est-à-dire entre la plus grande partie d'entre elles qui est très précarisée, certains diront prolétarisée, etc., et une petite frange d'entre elles qui continue ou qui, de manière accrue, participe à une consommation de type somptuaire et extrêmement arrogante. Je constate que la société tunisienne, en ce qui me concerne, enfin, je parle du régime, c'est des consommateurs. Donc on les définit comme des consommateurs ou comme des citoyens en fait? Non, des citoyens consommateurs. Ça, ce qui définit le Tunisien, c'est qu'il est citoyen et consommateur à égalité. Ce n'est pas le Tunisien, M. Slim, qui est seul dans cette situation. Tout le Maghreb, on le connaît, ce sont des gens qui aiment consommer. C'est connu. Mais est-ce qu'on peut aussi leur proposer de consommer de la culture et de consommer de l'éducation? Vous avez raison, oui, il y a autre chose à consommer. Ce qu'il faudrait, vous avez raison, d'empêcher les gens, d'une façon surtout au niveau de l'éducation. Parce que je pense, ça c'est mon point de vue personnel, que plus les ménages sont endettés et moins le chef de famille ou les composants de cette famille ont la liberté de pouvoir s'exprimer en tant que citoyens et d'exercer leur citoyenneté entière. Il y a également cette question de la migration clandestine, de l'émigration dite clandestine. Ce n'est pas un phénomène marginal du tout. C'est un phénomène structurel qui dit beaucoup de la situation sociale en Tunisie. Moi, j'ai travaillé pendant une bonne partie de l'année 2008, c'est-à-dire immédiatement après être allé travailler dans le bassin minier. Je suis allé travailler à Lampedusa, qui est une île au milieu de la Méditerranée, où arrivent les plus gros flux de migrants dits clandestins en Europe. Une observation des gens qui viennent nous a montré que l'écrasante majorité ce ne sont pas des initiatives
complètement individuelle de gens désespérés ou des marginaux ou des gens qui font fi de leur famille. C'est quelque chose, presque une décision familiale ou sociale, tribale. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont considérées comme celles qui peuvent éventuellement aider une famille qui est aux abois et que toute la famille, ou parfois tout le quartier, met la main à la pâte pour l'aider à faire le voyage en question, pour le payer. Ça coûte aux alentours de 1 500 € à 2 000 € de faire le voyage en question, en passant par la Libye. Et sociologiquement, il y a de plus en plus de gens qui sont diplômés, de gens qui ne correspondent pas au profil qu'on nous présente un petit peu partout du migrant clandestin. Aujourd'hui, ce qui se pose au pouvoir qui est en place, comment gérer cette évolution? Parce qu'il y a des problèmes. Il y a entre 16 et 17% de diplômés des grandes écoles qui sont en chômage. Il faut trouver une solution. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il fut un temps où nous avons vécu, tous ces pays-là, sous le régime de l'État-providence. Or, aujourd'hui, l'État ne peut pas répondre à tous les problèmes. Et il faut que le citoyen qui était citoyen assisté prenne ses responsabilités sur le plan. Et nous n'avons pas encore acquis cette culture d'initiative. La situation économique tunisienne d'aujourd'hui n'est pas rose et on voudrait simplement savoir des éléments concrets de la vie quotidienne, pourquoi elle n'est pas rose. Parce que quand un Français, par exemple, vient en Tunisie ou un étranger arrive en Tunisie et voit que les gens sont propriétaires à 80%, ce qui est un chiffre qui parle de lui-même, on voulait savoir en fait concrètement des situations où on peut expliquer aux citoyens tunisiens que l'économie ne va pas bien et qu'on devrait peut-être s'inquiéter. Effectivement, il y a un taux de propriété qui est très important en Tunisie, mais en Tunisie, toute la famille élargie, peut continuer à habiter dans la même maison. Alors, ils sont tous considérés comme étant propriétaires, c'est-à-dire que le père, la mère, le fils, la fille, l'épouse du fils, les enfants du fils, etc., sont de plus en plus contraints à continuer à habiter avec leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de construire un foyer indépendant. Eh bien, ces gens-là sont considérés tous comme propriétaires de leur foyer. Davos, c'est le degré d'ouverture au niveau des droits de douane. C'est la question de la privatisation. C'est le non-dépassement d'un certain chiffre au niveau du déficit budgétaire. La réduction des dépenses publiques et la libéralisation. Ce sont les critères de Davos. Davos, une semaine avant, qualifier l'Argentine de bon élève. Une semaine avant. Alors, ces critères-là, excusez-moi, les critères sont sincères, mais ils sont sincères d'un point de vue qui est bien précis, qui est d'une comptabilité macroéconomique qui ne correspond pas à un état réel de santé d'une économie au niveau de la production réelle, et qui ne correspond pas à un état de bien-être économique et social de gens. Or, c'est de ça que je parle, moi. C'est de ça que je parle. Moi, franchement, ça ne me concerne pas de savoir que la santé économique de la Tunisie est bonne uniquement parce que n'importe quel délocaliseur français peut envoyer un bout d'usine en Tunisie pour faire travailler 70 ou 200 femmes, etc., à l'équivalent de 130 € par mois pendant 3 ou 4 ans avant de l'envoyer en Chine ou de se mettre à acheter de la Chine parce que ça devient encore moins cher, etc.